Imagine ceci, une voiture, la route mouillée et le silence glacé d'une nuit de mai 1983. À l'intérieur, Eduardo Benavente. Un génie. Une étincelle de feu noir qui a brillé trop vite et s'est éteinte trop tôt. L'accident n'a pas seulement brisé une vie. Il a brisé une époque, un avenir qui promettait encore plus de guitares tranchantes, de paroles déchirantes et d'hymnes pour les âmes sombres qui ne trouvaient aucun refuge sous les projecteurs éclatants de la movida madrilène. Prépare-toi à un voyage, à une époque où tout semblait possible. Prépare-toi à découvrir l'histoire jamais racontée de l'afterpunk. Cette vidéo est sponsorisée par Suburban Attack, un service spécialisé dans la fabrication de merchandising pour les groupes et les festivals. Si vous avez un groupe ou un festival, vous pouvez créer tout votre merchandising complet depuis un seul site web, avec livraison gratuite. Vous y trouverez de tout. T-shirts et suites, casquettes, badges, vinyles, tout au même endroit et en un seul clic. Visitez suburbanattack.com pour plus d'informations. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'était la fin de la dictature, mais aussi le début d'un chaos nécessaire. Après des décennies d'ombre, l'Espagne commençait à cligner des yeux sous la lumière d'un avenir incertain. La jeunesse espagnole, telle des chiens errants tout juste libérés de leurs chaînes, humait la liberté dans l'air. Mais ce n'était pas une liberté qu'elle comprenait pleinement. C'était une sensation viscérale, primitive. Il y avait une fin de quelque chose de nouveau, d'authentique. Quelque chose qui viendrait piétiner les cendres du passé et s'élever avec insolence. Tandis que beaucoup trouvaient leur place sous les lumières éclatantes et l'hédonisme de la movida madrilène, d'autres se sentaient mal à l'aise sous ce soleil artificiel. Ceux-là préféraient les recoins, les ombres, les petits bars sombres où la musique n'était qu'un murmure déchiré. C'est dans ces refuges que l'afterpunk trouva son abri. Un mouvement venu d'Angleterre, valise chargée de nihilisme, de synthétiseurs et d'une aura gothique qui semblait taillée sur mesure pour un pays encore accablé par le poids de sa propre histoire. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí y no pienso nunca en nadie más que en mí. Pendant qu'Alaska et ses Peugamoides jouaient à séduire le mainstream, lançant des clins d'œil à un public plus large avec des morceaux accrocheurs comme Bailando, Eduardo Benavente et Ana Cura empruntaient un tout autre chemin. Moins de couleurs, plus d'ombre. Moins de fêtes, plus d'introspection. Leur muse ne se trouvait pas dans les éclats lumineux de la movida madrilène, mais dans les salles de concert froides et humides d'Angleterre. Lors de ces voyages, ils découvrent des groupes comme Killing Joke, Boho, Suxien de Banshee ou The Cure. Une révélation. Une épiphanie enveloppée de néons blafards et de guitares distordues. Mais ce qu'ils ramènent d'Angleterre n'est pas une simple copie. C'est une réinterprétation, une traduction dans le langage émotionnel d'une Espagne oscillant entre euphorie et désillusion. Alors qu'ils font encore partie d'Alaska et Los Peugamoides, leur première démarche est d'adopter l'esthétique. Coiffure crêpée, vêtements sombres, creeper et cuir noir. Mais cette dérive vers l'obscurité provoque rapidement des tensions avec Carlos Berlanga, jusqu'alors le principal compositeur du groupe. Eduardo veut une évolution vers quelque chose de plus sombre et moins pop. Ces divergences aboutissent au départ de Berlanga, qui fonde Dinarama. Plus tard, Nacho Canu et Alaska le rejoignent et le groupe prend le nom de Alaska y Dinarama. De leur côté, Eduardo Benavente et Ana Cura fondent Paralysie Permanente en 1981. Dès le départ, il est évident que ce groupe ne sera pas fait pour tout le monde. Un cuchillo,
Leurs chansons sont inconfortables, leurs paroles difficiles à digérer. Un cri venu de l'abîme, un mélange d'angoisse existentielle et de désir viscéral. En 1982, ils sortent leur premier EP en collaboration avec Gabinette Caligari sous le label Tic Tac. Le disque comprend des titres comme Autosuficiencia et Tengo un Pasajero. No saldré jamás. Siento algo dentro de mi cuerpo. Una extraña sensación. À la suite du succès du disque, Eduardo Benavente et Ana Cura créent avec Fernando Urrutia et Andrés Cuadrado le label Tres Cyprès, destiné à produire Paralysie Permanente et Gabinette Caligari. Mais Tres Cyprès ne se limite pas à ces deux groupes. Il produit aussi d'autres artistes emblématiques comme Camara, Los Seres Vacíos, Loquillo y los Trogloditas et De Sechab. Plus tard, il devient un sous-label de DRO, où il continue d'éditer des groupes cultes tels que Los Niki, Los Coyotes, Academia Parabutan ou PVP. Après avoir sorti le single Quiero Ser Santa, écrit par Alaska et Ana Cura, Paralysie Permanente publie en 1982 son unique LP, El Acto. L'album comprend 13 morceaux, dont des compositions originales et 2 reprises en espagnol, Quiero Ser Tu Perro de The Stange et Hero de David Bowie. Nosotros, un día nada más, podemos ser héroes, un día nada más. Ce disque explore la facette la plus sombre et ténébreuse du rock espagnol. Malgré une production indépendante, l'album rencontre un grand succès critique et public. En 1983, ils sortent leur dernier single, comprenant les titres Nacido para Dominar et Sombre. Le 14 mai 1983, alors qu'ils rentrent d'un concert à Léon et se dirigent vers Saragosse pour jouer, leur voiture quitte la route près d'Alfaro, en La Rioja, à cause de la pluie. Eduardo, âgé de seulement 20 ans, meurt sur le chemin de l'hôpital. Ana Cura est grièvement blessée, tandis que Toti s'en sort avec des blessures légères. La vie d'Eduardo s'éteint, et avec elle, Paralysie Permanente, qui devient une légende. Le groupe n'a jamais eu le temps de s'user, ni de commettre d'erreurs fatales qui auraient terni son héritage. Sa musique est restée figée dans le temps, comme une photographie capturant un instant parfait, avant que le monde ne puisse le gâcher. Et c'est peut-être pour cela que son impact est aussi durable. Parce qu'Eduardo et Paralysie Permanente n'ont jamais eu l'opportunité de se diluer. Ils ont été intenses, fugaces et inoubliables. La vague sombre n'était pas un monolithe. Elle ne se limitait ni à un seul groupe ni à un seul style. Si Paralysie Permanente incarnait la facette la plus viscérale et déchirante de ce mouvement, Decima Victima en représentait le versant plus introspectif, raffiné et mélancolique. Ils étaient les darks avec une touche d'élégance, les poètes de la tristesse contenue, les architectes d'un son que l'on n'écoutait pas seulement, mais que l'on ressentait comme un froid traversant les os. Les débuts du groupe remontent à 1980, lorsque les frères suédois Lars et Per Mertanen fondent Clausula Tenebrosa. Après un concert, ils discutent de la possibilité de jouer avec Carlos Entrena, un ami de l'époque et ancien chanteur des tout juste dissous Ejecutivo Agresivo, groupe qui comptait dans ses rangs des figures marquantes de la movida, comme Poche, Deribo Aria ou Jem Urrutia, Gabinette Caligari.
Cette même année, il participe à la création du label indépendant Grabación Accidental, plus connu sous le nom de Gaza, en collaboration avec Esclarecido. Ils commencent alors à produire leurs propres disques, ainsi que ceux d'autres groupes comme Derribo Aria. Dès les premiers accords, il est évident que Décima Victima n'est pas un groupe comme les autres. Il y a un minimalisme chirurgical dans leur musique, une précision presque mathématique dans la construction de leurs morceaux, laissant juste l'espace nécessaire pour que les émotions circulent librement. En 1982, ils décident d'abandonner leur boîte à rythme pour une batterie acoustique, et José Brenna rejoint officiellement le groupe. Avec Tant Lejo, il remporte par vote des auditeurs le prix La Maqueta de Oro, une distinction décernée par Radio 3 pour l'un des morceaux préférés de l'année 1982. Les paroles de Carlos Entrena sont de véritables bijoux existentialistes. Elles ne parlent ni d'amour ni de protestation, comme tant d'autres chansons de l'époque, mais explorent des thèmes plus profonds, la lutte intérieure, le vide, la solitude. Le son du groupe est profondément influencé par Joy Division, un des emblèmes du post-punk anglais. Et bien qu'il serait tentant de les qualifier de Joy Division espagnole, cette comparaison ne rend pas justice à ce que Décima Victima a accompli par ses propres moyens. Leur musique est moins agressive, plus atmosphérique, comme un paysage sonore dans lequel on pourrait se perdre pendant des heures. Les guitares, les lignes de basse et la batterie s'entrelacent avec un équilibre parfait, créant un effet hypnotique qui, combiné à la voix de Carlos Entrena, enveloppe l'auditeur comme un brouillard épais. Bien que le groupe ne soit composé que de 3 instruments et d'une voix, leur son, en concert comme sur disque, est d'une profondeur saisissante. Ceci est dû au style unique des frères Mertanen et aux idées novatrices de Paco Trinidad, qui les accompagnent en tant qu'ingénieur du son. Décima Victima se distingue également par son esthétique visuelle. Toujours vêtu sobrement, il rejette le style plus théâtral et excessif des autres groupes sombres de l'époque. Ils préfèrent laisser leur musique et leurs textes parler pour eux. Ce choix minimaliste ne fait que renforcer leur aura de mystère et de profondeur. Le groupe ne vivra jamais de sa musique et se dissout en 1984. Mais bien que leur carrière ait été brève, Décima Victima laisse une empreinte indélébile sur la scène musicale espagnole et inspire des générations d'artistes à venir. Si Paralysie Permanente incarnait la pure obscurité, et Décima Victima une mélancolie élégante, alors Derribo Aria était le chaos fait musique, un univers à part où les règles n'existaient pas, ou, si elles existaient, elles ne servaient qu'à être brisées avec audace. Au centre de cette tempête créative, il y avait Posh, un personnage charismatique, excentrique et souvent incompris. Derribo Aria sortent plusieurs singles et un unique LP, En la Guilla, En El Listin, un album défiant toutes les conventions musicales et résumant à la perfection l'esprit du groupe. Outre Posh, un autre talent issu de Ejecutivo Agresivo et J'aime Urrutia, qui forment Gabinett Caligari aux côtés de Fernando Ferni Preza et Eduardo Eddie Clavo. Les premiers pas de Gabinett Caligari s'inscrivent dans la vague sinistre avant d'évoluer pour devenir une référence incontournable du pop-rock cani. Un autre groupe madrilène à la proposition singulière était Los Monaguillos, fortement influencé par Siouxsie and the Banshee.
Ils ne sortiront que 2 singles, Voz en la Jungla et Prisma de Agatha, tous deux en 1983, avant de se séparer. Mais la scène ne se limitait pas à Madrid. À Barcelone, Desséchable façonne un son sale et primitif, influencé par les crampes américains. À Saint-Sébastien, Agrimensor sortent seulement 2 singles entre 1982 et 1983, sans parvenir à dépasser le circuit underground. D'autres groupes, malgré une faible couverture médiatique, méritent d'être redécouverts. La Fundación, Vida Primitiva ou encore Los Seres Vacíos, le projet d'Anacura. Ces groupes, et bien d'autres encore, incroyables mais souvent méconnus, sont à retrouver dans notre playlist exclusive Onda Siniestra Espanola. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Si tu es passionné de musique, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines nouveautés, car le meilleur reste à venir.